Tu as parlé tout à l'heure du coup d'avoir fait ces différents profils, mais pour toi, c'était cette promesse-là du costume qui parlait à tous les profils, ou est-ce que tu pars du principe que différents profils égale différents lead magnets? Exactement, ça égale différents lead magnets, mais le truc, c'est que quand je suis arrivé, t'avais un compte Facebook normal où t'avais des publicités qui étaient un peu banales, mais ce que les gens qui n'ont pas fait de copywriting ne voient pas forcément. Et il y avait un peu une envie par la technique, d'améliorer les résultats. Donc de se dire, on va AB tester des trucs, on va faire du ciblage plus précis, enfin on va faire des trucs comme ça. Je disais non, on va créer une offre qui est bien meilleure, une publicité qui est bien meilleure, et on va enlever toutes les conneries techniques. On pourra y revenir après pour optimiser les choses qui marchent. On ne va pas optimiser des trucs qui ne marchent pas, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai tout viré, j'ai juste créé une campagne avec cette publicité-là. Et je me disais, ok, ça c'est un lead magnet qui va fonctionner sur le profil étudiant jeune actif, et après on va faire un lead magnet pour les vieux, enfin le père de famille qui s'est laissé un peu aller, un pour le vieux beau, etc. Mais j'ai juste mis ça en place, et ça a déjà tout défoncé. Ensuite, j'avais créé un autre lead magnet qui s'appelle le guide des 270 marques préférées de Bungle, donc peu connues et de bonne qualité, ou un truc comme ça, je me souviens plus. Et lui aussi, il avait tout dépoté avec les mêmes prix. Mais le truc, c'est que Bungle a toujours pas eu des problèmes de production, mais a toujours peu produit, parce qu'ils sont consciencieux et parce qu'ils ont peur de pas toujours tout vendre. Et ce qui s'est donc passé, c'est qu'on avait beaucoup trop déjà à l'époque, déjà sans ça, on faisait des sold out. Donc ça servait à rien de faire rentrer 10 fois plus de leads. Ça servait absolument à rien. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé au chômage technique après ça. Donc, encore une fois, tu te retrouves dans une situation où la production est limitée. Qu'est-ce que tu fais après? Après, je monte. En fait, après, il y a plusieurs entreprises qui m'ont dragué, qui voulaient que je vienne chez eux. Et moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie à chaque fois de venir pour un an, mettre un truc en place qui vaut ultra cher et repartir après. Alors pour moi, ce que je mets en place vaut beaucoup plus qu'une année de salaire en CDI. Je mets des grosses machines en place que d'autres peuvent gérer derrière. Donc je me suis dit non, je veux plus faire ça. Donc je me suis dit ok, bah tiens, toi je vais pas venir travailler chez toi, je vais pas venir travailler chez toi. En revanche, je peux faire du conseil. Et on m'a dit ok, et très rapidement j'avais l'auto-entrepreneuriat, les plafonds sont pas ultra hauts, donc j'ai explosé ça très rapidement. Et du coup, je me suis retrouvé à créer ma boîte. Et j'ai vite arrêté le conseil parce que ce que je fais est tellement différent des choses qu'on peut conseiller. Enfin, je peux donner des conseils, mais les gens ne sauront pas forcément les appliquer. Et donc j'ai commencé à faire de la formation. Et aujourd'hui, je forme par exemple en marketing à l'Institut français de la mode, donc je donne des cours en école, et je donne des formations en entreprise. Je fais des ateliers workshop coaching, où on se pose et on démonte un sujet ensemble. C'est quoi le format d'un atelier? Le format d'un atelier, c'est que pendant les 4 premières heures, on va parler de la théorie d'un sujet, et l'après-midi, on met en place ensemble. Par exemple, toute la matinée, on va parler de la structure d'acquisition Facebook, ce qui n'est pas un des premiers sujets qu'on aborderait, il y a un sens. Il y a 12 étapes en fait, j'ai un processus en 12 étapes que j'applique à n'importe quel e-commerce. Et je fais passer les gens par ce processus. Et à chaque fois, il y a la partie théorique du processus et la partie pratique où on met en place ensemble. Donc 12 étapes, c'est quoi? C'est 12 jours? Non, ça devrait être beaucoup plus. On le fait à nos tarifs. Le monde de la mode n'a pas beaucoup d'argent. Donc quand on le fait souvent avec des entreprises qui font 1 million, 2 millions de CA. Donc on fait ça sur 5 jours, avec la journée qui peut varier entre 1700, 2200. Et en fait, on fait selon le CA et selon l'impact qu'on pense avoir. Donc ça peut monter à 3000 € la journée. Et dans ce cas-là, c'est quoi? Toi, t'interviens directement personnellement? T'es tout seul? T'as combien de personnes en face de toi? J'ai monté l'entreprise avec Lucas, qui était donc l'ancien rédacteur en chef et l'ancienne image de BG, de Bungle. Et lui, il intervient chez des clients, moi, j'interviens chez des clients. Et Lucas, il s'est formé auprès de moi pendant qu'on était encore à Bungle. Comme il faisait les lancements, il avait déjà beaucoup de bases qu'il ne soupçonnait pas forcément.
Et on transmet ça comme ça. Mais on a arrêté parce qu'on avait trop de demandes, parce que ça nous fatiguait aussi de nous déplacer à chaque fois. Maintenant, on est passé sur de la formation en ligne et sur du coaching par téléphone Skype. Donc, tu as laissé tomber ce côté formation en présentiel. On le fait encore, mais juste... En fait, aujourd'hui, on voulait pas dépendre de ça. On voulait pas aller faire une formation parce qu'on avait besoin d'argent. Donc, on a mis toute notre formation en ligne en place, qui tourne en arrière-plan, ce qui nous fait gagner de l'argent. Et à côté, quand un projet nous intéresse vraiment, on fait des journées en présentiel. Mais si on le fait, c'est parce que ça nous fait vraiment kiffer et parce qu'on croit vraiment à fond au produit. C'est intéressant parce que quand tu as une certaine compétence qui peut aider une certaine personne, tu as toujours différentes manières de la livrer, allant de la formation en ligne au coaching. Une autre option, et je serais intéressé de savoir ce que toi t'en as pensé et pourquoi est-ce que t'as pas été là-dedans, c'est de faire essentiellement un modèle d'agence où les gens viennent te voir et tu fais les choses pour eux et voilà, et tu vends un certain service. Ouais, j'aime pas du tout être prestataire. Pour avoir été un tout petit peu dans ce cas-là, je trouve que ça me met toujours dans une position un peu... En fait, le problème avec nos compétences, et la compétence que toi aussi tu as, c'est que des compétences que les personnes ne connaissent pas et donc qui ne savent pas qu'ils en ont besoin. Donc c'est très difficile de les vendre en prestation. Il faut leur montrer ce que c'est, il faut leur apprendre ce que c'est avant qu'ils remarquent ce que ça peut apporter et avant qu'ils comprennent à quel point ça vaut cher. Donc à chaque fois que j'ai fait de la prestation, et j'en ai fait peu, hein, c'est peut-être des idées, peut-être que je suis juste tombé sur des connards qui avaient pas envie de comprendre, donc j'ai mal expliqué. Mais bref, à chaque fois c'était ouais, tu peux gérer mes Facebook Ads. J'ai dit non, je fais beaucoup plus que gérer des Facebook Ads. Non mais écris-moi des trucs, écris-moi de la copie là. Oui, le copywriting je connais et tout, on en entend parler aujourd'hui avec toutes les startups. C'est bon, fais-moi des trucs un peu marrants, un peu cool, qui accrochent et je vais te payer au mot. Non, je vais pas faire ça, c'est l'apport que je peux avoir et l'impact sur ton projet, ça sera bien plus important que les quelques centimes que tu vas me payer par caractère. Ça n'a pas de sens. Et du coup, c'est quoi ton analyse, c'est quoi sur la différence entre, si tu veux faire de la formation en présentiel, ça reste quand même des tarifs qui sont conséquents, il faut que la personne soit vraiment convaincue de ce que ça va lui apporter. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être plus à même de partir sur cette formation-là en présentiel plutôt que sur la partie prestation, à ton avis? Je pense que c'est le positionnement. Le positionnement non, mais moi, je fais rien à ta place. Si tu veux que je t'explique tous mes succès dans l'e-commerce, si tu veux que je t'explique comment j'ai fait, si tu veux voir mes stratégies, il faut que je te forme. Parce que l'architecte ne pose pas les briques. Et à chaque fois, ça retourne de ah ouais, ah ok, ah oui, pardon et tout. Ok, on va voir alors si on peut pas se former. Enfin, ça impose. Quelqu'un qui te dit non, je peux pas travailler avec toi, ça impose toujours un peu le respect. Ça marche tout le temps. Ouais. Et ouais, c'est ce positionnement. Et le truc aussi, c'est que c'est les marques de mode qui nous ont approchés, qui connaissent Lucas, qui connaissent souvent Jacques et Déméter, et qui connaissent en fait la plupart des entreprises avec lesquelles on a travaillé. Et quand on leur dit, nous, ce qu'on apprend aux e-commerce, c'est gagner plus d'argent en investissant le moins possible, ça intéresse. Parce que personne n'ose faire des promesses comme ça. Une agence ne te fait jamais des promesses comme ça. Une agence, elle va améliorer ton image de marque, elle va te donner de la notoriété, elle va augmenter ton reach, mais à aucun moment elle parle argent. Ça fait peur de parler argent, surtout en France encore. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.